Nord et Moyen-Orient au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères France, qui a été ambassadeur en Grèce, ambassadeur en Afrique du Sud et qui a été le directeur international de Thales, qui nous fait l'amitié d'ouvrir cette conférence. Il nous a prévenu qu'il avait une réunion très importante après. Et puis ensuite, Muriel, c'est toi qui passera la parole à Daniel Saada, l'ambassadeur d'Israël à Paris. Alors, cher Christophe Arnaud, merci encore une fois d'être présent avec nous. On va te passer la parole. On va te retrouver donc. Voilà. On va me passer les 80. Je rentre toujours. On passe la parole. Cher Steve, je me lance? Oui, tu peux te lancer. Allons-y. Bon, monsieur le Président, cher Steve, cher ami, Madame la Présidente de la Fondation France-Israël, à qui je suis confus de brûler la priorité. Je m'attendais à ce que vous parliez avant moi. Je suis content de vous retrouver aussi, puisqu'on s'était rencontrés notamment lors de la visite du président Macron en Israël. Cher Daniel Saada, avec qui j'ai toujours grand plaisir à échanger, et c'est très, très sincère. Et puis, mesdames et messieurs, il y a plusieurs autres têtes connues dans l'Assemblée que je suis très heureux de retrouver. D'abord, un grand merci à Steve, toujours aussi dynamique, pour son invitation, mais aussi pour cette initiative de dialogue autour du chargé d'affaires d'Israël, autour de Daniel, qui est très bienvenu. Moi, je me réjouis particulièrement de cette réunion, y compris du fait que de nombreuses entreprises françaises sont présentes, et je tiens à les saluer, bien sûr. C'est une très bonne nouvelle pour l'économie israélienne, j'espère, pour l'économie française, j'espère, et puis surtout pour les relations France-Israël, parce que l'économie est toujours un élément fondamental des relations et du dynamisme entre deux pays. Dès que tu m'as proposé de m'associer brièvement à cet événement, je l'ai fait, car je pense qu'il faut être très très clair sur le soutien qu'on apporte à ce que vous faites, non seulement vous au Forum francophone des affaires, mais aussi ce qui est fait avec nos amis israéliens et le caractère vraiment extrêmement important pour nous, la relation entre la France et Israël. Je le dis très clairement. Très brièvement, parce que les participants ne sont pas venus pour m'écouter moi, le dialogue est encore une fois autour de Daniel, mais moi je pense que cette réunion est très très bienvenue pour trois raisons, pour faire vite en fait. Et ce format en plus en visio n'est pas non plus un format de grand discours. La première raison, je crois, c'est que nous sommes tous confrontés et collectivement à une période de grandes contraintes, de défis majeurs auxquels on ne peut répondre que collectivement. D'où l'intérêt de se voir et de se rassembler. Alors, ces défis, très vite, mais vous les connaissez, simplement, ils font la toile de fond, y compris la réunion d'aujourd'hui. Bien sûr, le défi sanitaire, qui est le premier qui vient à l'esprit, le Covid, avec tout ce qu'il a entraîné non seulement sur le plan de la santé, du secteur de la santé plus largement, mais aussi dans le domaine de l'économie, dans le domaine des sociétés, dans le domaine de la sécurité, même dans le domaine des relations entre tous. Donc, on est face à quelque chose qui nous touche tous et face auquel la réponse ne peut être que collective. Mais c'est également une période de défi beaucoup plus large, qui est liée, on le dit toujours, à la mondialisation, avec tout ce que ça entraîne en termes de sécurité, là aussi, mais plus large et au sens peut-être plus strict parfois, dans le domaine économique, avec des mutations profondes et des acteurs, des redistributions de puissance, de compétences et de capacités dans le monde, c'est très clair, avec un basculement relatif vers l'Asie, on l'a suffisamment dit. Mais enfin, nous avons tous des atouts qu'il faut qu'on fasse jouer, et là, la partie se poursuit. Et puis aussi un basculement, des basculements géopolitiques très importants. Là encore, on parle suffisamment du rôle de la Chine, évidemment, mais aussi du retour d'acteurs plus classiques dans la région du Moyen-Orient, notamment la Russie, notamment la Turquie. Et à côté de ça, donc un repositionnement des États-Unis qui est très important et qui, bien sûr, ces derniers restent un acteur mondial évident, le premier, mais aussi un acteur considérable dans notre région où la période Trump a eu son effet et aujourd'hui, on est en train de s'adapter à la nouvelle donne qu'introduit l'administration Biden. Donc, face à tout ça, et qui mériterait bien sûr de développement, mais je n'ai pas le temps de le faire ici, il y a un besoin de travailler ensemble et de répondre à ces défis entre nous. Et ça m'amène à mon deuxième point, la deuxième raison que je vais mentionner, c'est bien sûr que la relation entre la France et Israël
face à ça est un atout, et un atout important. Et je tiens à le souligner ici, c'est bien la façon que nous avons, non seulement au Quai d'Orsay, mais du point de vue des autorités françaises, de voir les choses. Et c'est important que les entreprises aussi l'entendent et s'y associent. Bien sûr, ça repose sur une histoire ancienne, des liens très forts depuis plus de 70 ans. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais on les a bien à l'esprit et nous en sommes fiers. Mais ça a été au cours des dernières années, bien sûr, illustré par la visite notamment du président Macron en janvier 2020 en Israël, et aussi tout récemment donc par la visite du président Rivlin à Paris en mars, alors que les conditions matérielles n'étaient pas si simples. Des deux côtés, nous avons tenu à cette visite et je crois que c'est un signal fort et c'est très important. Bon, Israël, je tiens à le saluer, bien sûr, a de nombreux atouts face à tout ça. Il reviendra à Daniel Saada de le mettre en valeur plus que moi. Donc, je ne lui brûle pas la priorité, mais je tiens à dire aussi quand même, enfin, à saluer, à reconnaître ce rôle, ce dynamisme d'Israël aujourd'hui dans son environnement. Il est dans une région stratégique et c'est bien connu. Et on a un Israël qui a fait en fait des produits, des progrès absolument considérables depuis au cours des dernières décennies. Sur le plan économique, bien sûr, on est passé d'un statut de pays émergent à un statut de pays avancé, c'est évident, mais quand même, il faut s'en souvenir. Et la croissance aujourd'hui reste très forte au cours des dernières années, même si le Covid a un petit peu changé les choses. C'est un pays où le chômage reste faible et où le dynamisme est important en termes d'investissement, en termes de recherche et développement, on en est bien conscient. Ce fameux terme de Startup Nation, c'est devenu un lieu commun sur Israël, mais après tout, les lieux communs ont du bon, c'est qu'ils montrent que certaines choses deviennent évidentes. Et je crois que si c'est devenu une évidence pour tout le monde, c'est quand même d'abord une chance pour Israël. On pense bien sûr aux capacités en termes de technologie, mais ce ne sont pas les seuls. Et bien sûr, on a vu que le succès d'Israël dans sa lutte face au Covid confirme en fait cette capacité à faire face. Du coup, si on fait face, c'est ensemble, je tenais à le dire, et donc on a une relation franco-israélienne qui est extrêmement importante et qui est un atout pour nous. Et je crois que là, c'est vrai dans le domaine économique, là encore, et c'est le thème sans doute principal aujourd'hui. On a des échanges entre France et Israël hors 2020, qui a été évidemment touché par le Covid, qui sont de l'ordre de 2,5 milliards d'euros par an, chaque année, et qui touchent en fait de nombreux domaines. Évidemment, ce qu'on souhaite, nous, c'est faire plus. Je vais très vite, hein, donc je n'ai pas le temps de développer, mais je tiens à le dire là aussi. C'est déjà très bien, c'est déjà significatif, mais on pense qu'on pourrait faire encore plus. Mais ce n'est pas que l'économie, on a des coopérations spectaculaires dans de nombreux domaines, et parfois peu spectaculaires, mais importantes. Juste avant le début de ce débat, on évoquait ensemble le spatial. Je voulais le mentionner parce que, comme je le disais, c'est un secteur où ce n'est pas toujours connu. Or, le spatial fait rêver. Le spatial, c'est de la très haute technologie. Ça demande beaucoup de confiance, ça demande de la grande proximité. Et c'est quelque chose qui marche entre la France et Israël et on y tient beaucoup. Je réfléchissais avant de prendre la parole l'exemple qui vient, bien sûr, c'est ce microsatellite franco-israélien Vénus ou VENM, c'est difficile à prononcer, mais qui est un satellite d'observation de la Terre, qui est quand même un excellent exemple de coopération scientifique de très haut niveau que je tiens à saluer. Mais j'aurais pu citer évidemment beaucoup de coopération dans le domaine culturel, beaucoup de coopération en matière de développement durable, qu'il s'agisse de gestion des eaux ou autres, dans le domaine des télécommunications, des transports. Enfin, la relation est très dynamique et on souhaite effectivement faire encore plus, d'autant qu'il y a plus d'un écosystème où on pourrait se retrouver. Et je pense notamment à la cybersécurité ou l'intelligence artificielle, pour n'en citer que quelques-uns. Voilà, donc, cette vitalité du partenariat, je tiens aussi à souligner que nous, on souhaite le renforcer, et d'ailleurs on le fait à travers notre dialogue, y compris sur les questions régionales, qui ne sont sans doute pas le sujet principal aujourd'hui, mais je tiens à le dire. Sur ces questions régionales, la France et Israël se parlent beaucoup, pourraient là aussi sans doute se parler encore plus. Nous avons évoqué le sujet avec Daniel Sada plusieurs fois et on y travaille, mais on a un intérêt commun de sécurité, on a un intérêt commun de stabilité régionale sur lequel nous travaillons et que nous avons en permanence à l'esprit. Alors c'est vrai bien sûr dans des domaines sensibles comme la lutte contre le terrorisme, mais c'est aussi avec cet esprit de prise en compte de la sécurité d'Israël et que nous travaillons bien sûr sur le grand sujet israélo-palestinien. C'est quand même une des clés qui guide notre conduite, nous, France, c'est bien ça. Alors, on ne va pas faire de langue de bois, il y a des sujets sur lesquels effectivement nous avons des nuances et qu'il faut évoquer ensemble, et nous le faisons et c'est très bien. Mais je pense qu'au-delà même des dossiers, quand la France s'attache au dossier libanais et travaille à la stabilité du Liban, à la stabilité de la région, c'est aussi en pensant
à la sécurité d'Israël, parce qu'Israël est directement touché, bien sûr, par tout ce qui concerne ses voisins. Quand nous travaillons sur ce grand dossier iranien dont les médias parlent aujourd'hui, c'est aussi en ayant à l'esprit notamment la sécurité d'Israël. Et donc, sur tous ces sujets, voilà, on a des intérêts communs, on a parfois des divergences, mais on a, je crois, une dynamique profonde qu'il faut entretenir. Et donc, ça s'applique encore une fois à tous les sujets. Donc, j'ai dû balayer très vite ces sujets de société, ces sujets économiques, ces sujets géopolitiques, mais c'est extrêmement important. Et du coup, pour rester sur la question régionale, je crois qu'un mouvement qui s'est amorcé l'an dernier, qui est très important, qui est cette nouvelle vague de normalisation entre des relations entre certains pays arabes et Israël. Je pense aux Émirats arabes unis, au Maroc, au Soudan, Bahreïn. C'est un mouvement qui vient de loin, que nous avons salué parce que c'est, je crois, une tendance lourde et importante pour la stabilité régionale. Encore une fois, elle note rien à l'importance de traiter aussi la question israélo-palestinienne, mais cette évolution vers une normalisation, nous l'avons saluée et je tiens à le redire ici. Et puis, pour faire encore une fois, malheureusement trop vite, ce petit balayage, la troisième raison que je voulais mentionner, évidemment, c'est quand même la francophonie, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve au Forum francophone des affaires. Cette francophonie, d'ailleurs, sous son angle de francophonie des affaires, je tiens à le dire, c'est très important. Il y a depuis des années un soupçon que la francophonie, telle qu'elle s'est organisée historiquement, ne faisait pas assez pour l'économie. Et donc, il y a une francophonie économique qui, depuis quelques années, avec différentes initiatives, s'avance, se pousse, se développe. Je trouve que c'est une excellente chose et que le secteur privé y soit associé, c'est évidemment fondamental parce que qui dit économie ne peut pas faire que de l'étatique ou de l'institutionnel. Il faut d'abord que les entreprises soient concernées. Donc bravo au Forum francophone des affaires, qui en est un des exemples, et c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, on sait bien que la francophonie, c'est pour nous un atout en Israël, puisqu'en fait, Israël est quand même un des pays les plus francophones au monde proportionnellement, et même dans sa région. Donc ça aussi, je tiens à le dire, à le saluer, on en est content. Alors bien sûr, il y a la question de la participation d'Israël aux différentes institutions. Pour ce qui est de l'OIF, comme vous le savez, la France a déjà depuis plusieurs années dit son soutien à une candidature israélienne, même si celle-ci doit prendre du temps encore, sans doute, mais notre position est claire là-dessus. Mais il n'y a pas que ça, et je trouve que c'est une très bonne chose. Il y a donc cette francophonie des entreprises. Il y a une francophonie aussi liée aux opérateurs de la francophonie et à son assemblée parlementaire. Je constate qu'il y a eu des améliorations et des développements dans ce domaine c'est au cours des dernières années, qu'il s'agisse de l'Agence universitaire de la francophonie, qu'il s'agisse de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qu'il s'agisse même d'initiatives prises par des municipalités israéliennes pour se rapprocher de l'Association internationale des maires francophones. Tout ça, c'est une dynamique, une vraie dynamique qui existe, que nous sommes, nous, heureux non seulement de constater, mais d'encourager quand on le peut. Et c'est quelque chose qui doit se développer. Voilà, je ne voulais pas être trop long, Steve, je te l'avais dit. Je reste encore un peu avec vous, mais je devrais vous quitter, j'en suis navré. Mais je serai très heureux d'entendre ce que je vais pouvoir entendre, d'écouter, parce que ce qu'il faut, c'est bien sûr écouter ce que les uns et les unes et les autres veulent nous dire. Et encore une fois, donc un plein succès à cette réunion qui, je crois, apportera une pierre fort utile à l'édifice. Voilà, merci, Monsieur le Président. Monsieur le directeur, cher Christophe, merci beaucoup. Merci pour ce discours, en fin de compte, et qui effectivement balaye l'ensemble des sujets que nous allons évoquer aujourd'hui. Mais je vais passer la parole à ma collègue et amie et présidente. Muriel, c'est peut-être à vous de présenter maintenant l'ambassadeur Daniel Saada. Si, je voulais aussi remercier l'ambassadeur Farnaud pour ce tour d'horizon à la fois politique, économique et stratégique extrêmement intéressant. Et en effet, on va passer la parole maintenant à Daniel Saada, ambassadeur d'Israël en France, pour nous faire aussi, pour nous donner le point de vue d'Israël sur cette coopération et la situation géopolitique. Daniel, c'est à toi. Merci beaucoup, Muriel. Monsieur le Président, cher Steve Gentil, très heureux de participer et d'ouvrir ce débat que nous allons avoir tout à l'heure autour des questions de développement technologique, d'innovation et
et de développement régionaux. Je suis très heureux d'être associé, d'avoir cette occasion d'être associé à travers vous et le Forum francophone des affaires à l'une des institutions de la francophonie. Vous savez, l'ambassadeur Farneau, que je salue chaleureusement, a rappelé cette question que nous suivons avec beaucoup d'intérêt parce que nous sommes un pays francophone, nous avons une majorité francophone, nous développons de plus en plus cette dynamique de la francophonie en Israël grâce à une très grande partie de nos concitoyens qui parlent français, comme moi-même, qui avons des origines francophones et qui vivons, pensons, rêvons en français et ne comprenons pas pourquoi nous ne pouvons pas développer encore plus notre coopération dans ce domaine. Nous pensons sincèrement que la francophonie est une dynamique positive, est une dynamique importante à laquelle Israël a toute sa place. Et je profite de cette occasion pour vous remercier, cher Steve, de nous permettre, à travers le Forum francophone des affaires, de nous accrocher à l'une des institutions de la francophonie et peut-être à travers vous, peut-être grâce à vous, nous pourrons développer encore plus de coopération avec le monde francophone et la sphère francophone. Madame la présidente de la Fondation France-Israël, chère Muriel, je voulais vous remercier encore une fois de toutes les activités que vous initiez qui permettent de donner un contenu très concret à la relation entre nos deux pays. Vous savez, nous autres diplomates, nous évoquons très souvent cette notion de relation bilatérale. Nous appelons de nos voeux régulièrement le renforcement de nos relations, comme l'ambassadeur Farneau l'a fait tout à l'heure. Mais grâce à vous, grâce à votre fondation, grâce à votre dynamisme, nous avons régulièrement des passerelles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce sont véritablement des passerelles que vous arrivez à dresser entre nos peuples, entre nos sociétés civiles, entre nos étudiants, entre nos chercheurs, entre nos penseurs, entre nos compagnies, nos entreprises. Et c'est grâce à ces passerelles que ce contenu à nos relations bilatérales peut se développer. Je vous en remercie. Je voudrais évidemment saluer le professeur Emmanuel Navon et mon ami le docteur David Doudi Harari qui vont développer plus en avant tout à l'heure les sujets pour lesquels tant de monde que je salue, une audience importante, sont venus ce matin nous écouter. Alors, je ne vais pas être très long, je voulais juste essayer de réfléchir un petit peu sur les thèmes que vous aviez évoqués. Shimon Peres avait l'habitude de citer ce que Louis Pasteur avait dit lorsqu'il avait inauguré l'Institut anti-rabique qui porta plus tard son nom. Il citait souvent cette phrase « La science ne connaît pas de frontières ». Il invitait déjà, Pasteur invitait déjà, et c'était, je crois, un fait très rarissime à l'époque, les scientifiques du monde entier à venir travailler à ses côtés pour repousser ensemble les frontières du savoir. Shimon Peres aimait beaucoup cette citation, car elle était, je crois, la base de sa vision. Il avait compris, sans doute avant beaucoup d'autres, que les notions de souveraineté, de frontières, de limites territoriales, aussi essentielles soient-elles dans l'imaginaire des peuples, comme disait Metternich, eh bien, ces notions allaient céder, allaient lâcher devant l'avalanche du savoir qui allait déferler grâce à la révolution numérique. Je crois que Shimon Peres, ici, comme son mentor, David Ben-Gurion, avait compris, il savait que le fossé quantitatif qui nous sépare de nos voisins ne sera jamais comblé et que l'issue serait uniquement de tenter de combler le fossé qualitatif. C'était le gage de survie de notre nation. C'était un choix stratégique pour relever une menace existentielle qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. On l'a évoqué très brièvement tout à l'heure lorsque l'ambassadeur Farneau a évoqué des questions de sécurité régionale. Beaucoup pensent que Tsahal, nos forces de défense et leurs prouesses sont le rempart de notre nation. C'est vrai, en partie seulement, car je crois que peu savent combien nous devons à nos universités, à nos centres de recherche, à nos développements, nos applications, nos découvertes médicales et technologiques, nos institutions bancaires et financières, cher Steve Gentilly, nos institutions bancaires qui investissent et qui accompagnent des programmes d'études, de recherche, d'expérience,
à nos sociétés, à nos compagnies industrielles qui programment et qui dégagent chaque jour des ressources pour suivre des chercheurs et transformer leurs avancées pour tracer de nouvelles pistes et de nouveaux chemins. Vous connaissez tous ce terme, la chutzpah, l'audace, l'impertinence, qui a longtemps été la marque de fabrique d'Israël, que certains ont interprété pendant longtemps comme de la crânerie ou peut-être même de l'arrogance. Eh bien, cette audace s'est transformée en courage, en hardiesse, en intrépidité, en bravoure. Bref, vous l'avez compris, en innovation. C'est ainsi, je crois, qu'est née la Startup Nation. Le pays du kibbutz a changé. Il a engendré un écosystème quasiment unique au monde qui nous permet chaque année, depuis plus d'une décennie, de nous placer en tête des inscriptions de nouveaux brevets par habitant. Je sais que mon ami le docteur David Harari va nous décrire avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure l'écosystème israélien. Cette réalité est incontestablement à la base des chamboulements auxquels nous venons d'insister au Proche et au Moyen-Orient. Je crois sincèrement que la puissance technologique et scientifique d'Israël est désormais un fait incontournable, tout autant que sa puissance militaire. Et nos voisins l'ont compris, ils le comprennent chaque jour un peu plus, chaque jour un peu mieux. Et je crois que c'est ainsi que de nouvelles alliances se trament et se dessinent et nous conduisent à ces accords de normalisation que nous avons évoqués tout à l'heure. Mais comme je l'ai dit, je n'ai été invité qu'à ouvrir et introduire cette conférence. Donc, je voudrais maintenant laisser la parole à nos brillants orateurs qui sauront bien mieux que moi traiter de ce thème passionnant autour duquel nous sommes réunis aujourd'hui. Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur, cher Daniel, merci beaucoup. Merci. Muriel, je vous repasse la parole. Il faut saluer aussi nos partenaires qui sont avec nous et qui nous ont aussi associés dans cette grande conférence. Je pense à Henri Guckerman, à Daniel Roach, qui sont aussi avec nous aujourd'hui. Muriel, je vous laisse la parole pour présenter… Pour présenter Emmanuel Navon. Voilà. Emmanuel Navon est donc politologue, professeur à l'université de Tel Aviv et d'Herzliya et auteur d'un livre qui reprend les relations extérieures d'Israël depuis la Bible, excusez-moi du peu, jusqu'aux accords d'Abraham. Et donc, il va pouvoir nous parler de la politique étrangère et aussi, en effet, comment cette technologie a changé, et ça, ce sera partagé avec David Harari, comment cette technologie qui change le monde, change aussi le Moyen-Orient, est obligée de repenser la géopolitique. Emmanuel, c'est à vous. Il faut ouvrir votre micro. Bon. Merci beaucoup, Muriel, et merci à tous pour cette invitation. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, Muriel, je vais parler plutôt des développements géopolitiques et David, lui, parlera plutôt de l'écosystème technologique d'Israël. Et comme vous l'avez dit, mon livre donne une perspective historique très large de la politique étrangère d'Israël, parce que je pense que c'est toujours important de comprendre les développements géopolitiques dans notre région, dans leur contexte historique plus large. Et si nous voulons comprendre justement ce rapprochement, cette normalisation entre Israël et de plus en plus de pays arabes, en particulier les pays du Golfe, alors nous connaissons tous évidemment la menace iranienne et le programme nucléaire iranien comme étant l'une des causes principales de ce rapprochement, mais ça n'est pas la seule raison. Et pour revenir sur la question du contexte historique, il faut revenir à la fin des années 50 pour comprendre cette normalisation, puisque à la fin des années 50, Israël se trouvait isolé diplomatiquement. Nous avions un allié militaire et diplomatique à l'époque, qui était la France de la 4e République, mais cette relation commençait à s'estomper avec d'abord le retour de Gaulle au pouvoir en 58 et puis la fin de la guerre d'Algérie en 62, qui était la cause principale de l'alliance franco-israélienne, puisque Nasser soutenait à la fois le FLN et les Fedayoun contre Israël et contre la France. Et à l'époque, nous n'avions pas d'alliance encore avec les États-Unis. L'alliance avec les États-Unis, elle est née au milieu, à la fin des années 60. Et l'administration Eisenhower, à l'époque, s'éloignait d'Israël comme du feu parce que Eisenhower craignait
de pousser plus de pays arabes dans les bras de l'Union soviétique. Et donc, notre Premier ministre de l'époque, David Ben-Gurion, avait initié ce qu'il avait appelé la politique de la périphérie avec le Mossad. Et l'idée était de créer des alliances dans la périphérie du Proche-Orient avec des pays qui s'opposaient au nationalisme arabe de Nasser et également à la menace soviétique. Quels étaient ces pays? Essentiellement l'Iran, mais également la Turquie, l'Éthiopie, et ainsi que certaines minorités au Proche-Orient, tels que les Kurdes, tels que les Sud-Soudanais, tels que les chrétiens du Liban. Et cette alliance de la périphérie fut un succès. Elle prit forme dans les années 60, au point qu'il y avait une institution, il y avait finalement des services de renseignement communs qui furent établis entre le Mossad et les services secrets iraniens et turcs. L'Iran, dans les années 60, était le principal fournisseur de pétrole d'Israël. La garde personnelle du Shah était armée avec les fameux Houthis israéliens. Il y avait des vols réguliers entre Tel Aviv et Téhéran et une école israélienne à Téhéran. Et également avec la Turquie dans notre lutte commune contre la Syrie. Je vous rappelle le conflit territorial entre la Syrie et la Turquie sur la région d'Alexandrette, mais également sur les ressources en eau, sur le soutien de la famille Assad pour les Kurdes du PKK, etc. Et donc une véritable alliance de la périphérie, et également avec l'Éthiopie. Cette alliance de la périphérie, elle a fini par tomber en désuétude. D'abord, nous avons perdu l'Éthiopie avec le coup d'État marxiste contre l'empereur Haïlé Sélassié en 1974. Haïlé Sélassié, qui était un proche ami d'Israël et qui, je vous rappelle, avait nommé sa dynastie la dynastie de Salomon. Et puis, nous avons ensuite perdu évidemment l'Iran avec la révolution islamique de 1979, bien que les relations entre Israël et l'Iran continuèrent après 1979 de façon secrète, mais disons qu'avec la fin de la guerre Iran-Irak en 1988 et la reprise du programme nucléaire iranien, eh bien, Israël et l'Iran sont devenus véritablement des pays ennemis. Et nous avons fini par également perdre la Turquie avec laquelle nous avions justement renforcé nos relations dans les années 90 en établissant des relations diplomatiques officielles en 1992, en signant un accord de coopération militaire en 1996. Pourquoi? Eh bien, parce que la Turquie, à l'époque, je le rappelle, cela paraît être une époque révolue, était une république laïque. Et oui, ce n'était pas la Turquie d'aujourd'hui, et elle craignait beaucoup à l'époque l'influence iranienne après la révolution islamique de 79, et plus encore avec l'effondrement de l'Union soviétique et la crainte turque d'une influence iranienne dans les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale et du Caucase. C'est la raison pour laquelle les Turcs avaient renforcé leurs relations diplomatiques et sécuritaires avec Israël. Mais nous avons également perdu la Turquie, puisque avec l'élection de Erdogan en 2002, pour la première fois, l'accès d'un parti islamiste au pouvoir en Turquie, la radicalisation de sa politique étrangère, son soutien pour le Hamas, son soutien pour les frères musulmans pendant l'époque Morsi en Égypte. Et la Turquie est devenue finalement, je ne dirais pas un ennemi comme l'Iran, mais un rival régional. Et je rappelle tout cela pour comprendre qu'aujourd'hui, c'est également dans ce contexte qu'il y a une redéfinition des alliances régionales. Si dans les années 60, il y avait une alliance régionale d'Israël avec la Turquie et l'Iran contre le monde arabe, eh bien aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Aujourd'hui, il y a une alliance entre Israël et les pays sunnites du Golfe, justement contre l'Iran et contre la Turquie. Et cette alliance régionale, elle inclut d'autres pays, et on ne peut que la comprendre également qu'en introduisant le sujet de l'énergie, sans lequel on ne peut pas comprendre ce réalignement régional. Il faut bien comprendre que, comme on le sait, le rapprochement officiel maintenant entre les pays du Golfe, Israël, mais également maintenant le Soudan lui-même, on sait que du point de vue de l'Arabie saoudite, il y a également une alliance tacite avec Israël, même si elle n'a pas encore été officialisée. Alors on le sait, en toile de fond, il y a évidemment l'Iran et sa politique impérialiste, son programme nucléaire, qui crée cette alliance tacite entre Israël et les pays arabes sunnites. Mais il y a également le facteur énergétique. Il y a le fait que les économies rentières du Golfe et d'Arabie saoudite ne peuvent plus compter sur les revenus du pétrole, parce que lorsque vous regardez les prix du pétrole depuis 2011, ils ont baissé de façon constante. Et aujourd'hui, un pays comme l'Arabie saoudite, par exemple, a un déficit budgétaire de 15% du PIB. C'est énorme. Outre le fait, bien entendu, que leur guerre au Yémen leur coûte beaucoup d'argent, mais leur système économique ne fonctionne plus.
Même chose pour les pays du Golfe. Ils ne peuvent plus compter à long terme sur leur rente pétrolière parce qu'il y a une baisse structurelle et continue des prix du pétrole depuis 2011. Les États-Unis aujourd'hui sont indépendants énergétiquement, ils ne dépendent plus du pétrole proche-oriental, ils ont atteint l'indépendance énergétique, ils sont devenus les premiers producteurs mondiaux de pétrole et de gaz naturel, et par conséquent, ces pays comprennent bien que leur avenir économique, que leur croissance dépend de l'innovation technologique, ce qui explique également le rapprochement avec Israël. Dès que les relations ont été officialisées entre Bahreïn, les Émirats arabes unis et Israël, il y a eu immédiatement des accords d'investissement mutuel dans les hautes technologies, parce que, comme le dit d'ailleurs MBS, le prince héritier d'Arabie saoudite, il veut diversifier l'économie saoudienne, il a besoin pour ça de la technologie. Or, où se trouve la technologie au Proche-Orient? Bien évidemment, en Israël. Et le facteur également énergétique. J'ai parlé effectivement de la baisse des prix du pétrole, mais cette animosité avec l'Iran, nos relations très compliquées avec la Russie, elles sont également liées à l'énergie. Le fait que une des raisons pour laquelle la Russie a tout fait pour réintroduire, pour signer l'accord du JCPOA, c'était pour réintroduire l'Iran dans le marché énergétique mondial. Pourquoi? Parce que la Russie, l'Iran et le Qatar ensemble détiennent plus de 2/3 des ressources de gaz naturel au monde. Et depuis de nombreuses années, Poutine essaie de créer un espèce de cartel du gaz naturel, une espèce d'OPEP du gaz naturel pour essayer d'endiguer la baisse des prix du gaz naturel qui est le résultat de la révolution du gaz de schiste aux États-Unis, qui a fait des États-Unis ces dernières années le premier producteur de gaz naturel au monde et qui fait baisser les prix mondiaux. Mais cela explique également le fait que la périphérie d'Israël aujourd'hui, cette nouvelle périphérie dont je parlais, n'inclut pas seulement évidemment les pays du Golfe, mais également des pays comme la Grèce, comme l'Azerbaïdjan, comme Chypre. Et je vous rappelle que là, évidemment, le fait qu'Israël soit devenu depuis 2010 un gros producteur de gaz naturel et un exportateur potentiel crée justement ce partenariat entre Israël, Chypre et la Grèce, qui est lui-même tourné contre la Turquie aujourd'hui. Je vous rappelle que lorsque Israël a découvert ces énormes ressources de gaz naturel, avec également Chypre, parce que Israël et Chypre ensemble, c'est un énorme acteur de gaz naturel. Eh bien, si cela avait eu lieu il y a 10 ou 15 ans, lorsque nous avions encore de bonnes relations avec la Turquie, il est évident que la Turquie aurait été associée à ce partenariat régional de gaz naturel. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un projet de construction d'un gazoduc entre Israël, Chypre et l'Europe, et il ne passera pas par la Turquie, justement parce que les relations avec la Turquie se sont dégradées. Il y a, comme vous savez, un projet de gazoduc qui irait entre Israël, Chypre, la Grèce et l'Italie. Et Erdogan, aujourd'hui, fait tout pour bloquer ce projet en essayant de créer un partenariat énergétique avec la Libye, ou en tout cas ce qu'il en reste. Et par conséquent, on voit aujourd'hui ce partenariat, ce retournement des alliances, alors que dans le passé, nous avions de très mauvaises relations avec la Grèce, et aujourd'hui, nous avons des relations stratégiques avec la Grèce contre justement la Turquie. Et c'est là aussi qu'il y a un rôle très important aujourd'hui qui est joué par la France, pas seulement parce que nous avons créé un partenariat de gaz naturel. Je vous rappelle qu'en début 2019 a été créé un forum de gaz naturel en Méditerranée orientale qui inclut Israël, qui inclut Chypre, qui inclut la Grèce, qui inclut l'Italie, l'Égypte, l'autorité palestinienne et la Jordanie, à laquelle la France et l'Italie se sont également joints. Donc ce partenariat aujourd'hui, il existe, et c'est également aujourd'hui le pays qui aujourd'hui à la pointe de la présence militaire maritime en Méditerranée orientale contre les violations du droit international et maritime par Erdogan, eh bien c'est la France. Et donc cela crée aussi un partenariat de facto aujourd'hui, une reprise de ce partenariat entre Israël et la France, pas seulement dans le domaine énergétique du gaz naturel, mais également dans le rôle prépondérant et très important joué par l'armée française en Méditerranée orientale contre la politique déstabilisatrice de Erdogan vis-à-vis de Chypre et vis-à-vis de la Grèce. Donc il s'agit là également d'un développement qui est le bienvenu. Et dernier point, je pense que là aussi, justement, la technologie israélienne qui s'allie aujourd'hui avec les ressources énergétiques d'Israël est aussi un facteur d'amélioration et de renforcement des relations entre Israël et l'Europe en général, la France en particulier. La participation d'Israël aux différents programmes cadres de recherche de la Commission
européenne, les partenariats effectivement dans le domaine du gaz naturel, mais également le fait, et je terminerai là-dessus, que la transition énergétique, le fait que depuis les accords de Paris, les pays signataires ont l'obligation de réduire leur consommation, leur production de CO2, eh bien cela exige effectivement cette adaptation, cette transition énergétique, cela exige la technologie, et la technologie aujourd'hui, et en particulier la technologie israélienne, est un acteur très important justement pour accompagner cette transition énergétique, pour faire baisser le prix de production d'énergie, des énergies renouvelables. Et là, je pense que l'avenir est devant nous, justement pour travailler ensemble dans le domaine scientifique, dans le domaine de la recherche, pour améliorer et pour faire baisser le prix des énergies renouvelables. Et là-dessus, sur le côté, je dirais plutôt scientifique, le côté de la recherche israélienne, là, je laisserai la parole à mon collègue David Harari qui pourra approfondir cette question. Je vous remercie. Merci beaucoup, Steve. Vous voulez qu'on pose des questions maintenant, Emmanuel, ou vous préférez qu'on fasse que... On pourrait peut-être entendre David, et puis on posera des questions ensuite à nos deux conférenciers. Et j'aurais bien sûr remercié Emmanuel Navon pour vraiment brillante et excellente analyse de la situation, et qui effectivement ouvre des perspectives. Et puis, cher ami, vous venez d'ouvrir la porte à notre ami David Harari, qui est un des scientifiques à avoir influencé le monde technologique depuis plusieurs décennies. Je rappelle que le magazine Challenge, cher David, t'avait nommé comme une des 100 personnalités à avoir changé le monde ces dernières années. Et c'est un honneur et un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. David, je te passe la parole. Nous t'écoutons avec beaucoup d'intérêt. Alors, bonjour à tout le monde et merci à nos deux présidents, Steve et Muriel, qui sont en fait, avant les présidents, des amis sincères. Merci de m'avoir demandé de présenter l'innovation technologique et la recherche en Israël, le sujet qui m'est proche et qui m'intéresse énormément, surtout en mettant l'accent sur la relation franco-israélienne dans ces domaines-là. Eh bien, la technologie et l'innovation sont parmi les principaux moteurs de la croissance et du développement économique d'une nation. Chaque pays essaye de développer un modèle d'innovation propre à son économie, à sa culture, à sa démographie et d'autres facteurs, car il n'y a pas de modèle unique d'innovation que l'on puisse exporter. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, effectivement, l'économie israélienne s'est progressivement transformée durant les dernières décennies, passant d'un système d'un pays émergent au moment de la création de l'État d'Israël à maintenant aujourd'hui un pays avancé avec une économie relativement forte, avec un PIB par habitant de 43 700 $ en 2020, plaçant Israël à la 19e place des économies mondiales en termes de PIB par habitant. Et effectivement, depuis le début de 2010, des années 2010, Israël incarne la Startup Nation avec plus de 9000 startups, ce qui est, si on le rapporte par rapport à la population israélienne de 9,2 millions de citoyens, place Israël à la première place mondiale par le nombre de jeunes pousses par habitant, ou bien même aussi pour les plus de 60 licornes. Je rappelle que le terme licorne désigne une start-up qui a été valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et par manière symbolique, au cours du premier trimestre de 2021, 4 nouvelles licornes israéliennes sont apparues. Plus aussi, il y a plus d'une centaine de sociétés israéliennes qui sont cotées en bourse aux États-Unis, ou bien plus de 370 centres de recherche et développement israéliens appartiennent à de grands groupes multinationaux en Israël. Bref, pour parler de cette innovation et pour présenter l'innovation technologique, je voudrais définir trois éléments, il me semble. Le premier, c'est l'élément organisationnel, comment on s'organise en Israël.
Après, évidemment, il y a l'élément humain. Et enfin, on a besoin des finances, donc on parleront de l'élément financier. Pour parler de l'élément organisationnel, il me semble qu'il a été constitué, qu'il est constitué toujours par plusieurs initiatives gouvernementales, mais aussi privées, qui sont complémentaires l'une à l'autre. En 1965 a été créée l'Autorité israélienne de l'innovation, qui était anciennement connue sous le terme de Bureau du scientifique en chef. Il y a eu et il y a toujours un soutien, un encouragement gouvernemental aux investissements étrangers en Israël. Nous le savons, nous avons en Israël un réseau très efficace d'incubateurs et d'accélérateurs. Et enfin, le mécanisme de transfert technologique des centres de recherche vers le secteur industriel est assez important en Israël et on va développer un peu ces 4 points ensemble. Eh bien, l'autorité israélienne de l'innovation est destinée à soutenir et à développer l'écosystème de l'innovation israélienne. Depuis 2016, c'est une instance indépendante qui gère un budget annuel d'environ 450 millions d'euros. Et ces initiatives sont multiples. Par exemple, un soutien financier aux startups et aux petites et moyennes entreprises, surtout pour l'ouverture vers l'exportation internationale. Une participation à la création de laboratoires nationaux d'innovation tels que pour le secteur de la nanotechnologie, de la cybersécurité et dernièrement des recherches de l'hydrogène comme source d'énergie. Ou bien la création de programmes de formation pour augmenter le nombre d'employés dans la haute technologie en Israël, venant de toutes les communautés composant la société israélienne et en particulier des minorités arabes, ultra-orthodoxes et bédouines. Et puis enfin, un programme de soutien aux initiatives lancées par les femmes, par des femmes pour augmenter le nombre de startups israéliennes dirigées par elles. Et enfin, et ça c'est un des points assez importants, c'est l'augmentation des accords internationaux de partenariat. Ça rejoint un peu ce que mon ami Emmanuel Navon parlait de la géopolitique. Justement, l'autorité de l'innovation développe énormément d'accords internationaux de partenariat. Il y en a plus de 70 accords de partenariat avec différents pays, mais en particulier, depuis 1997, je voudrais rappeler le partenariat qu'Israël a avec le programme cadre de recherche et développement de la Communauté européenne, qu'on appelle aujourd'hui Horizon Europe, ou bien partenariat avec le grand programme européen d'Eureka. Et enfin, depuis 2013, Israël est un membre très actif au Centre européen de recherche nucléaire, le CERN, en Suisse. Concernant le soutien et l'encouragement gouvernemental aux investissements étrangers, il y a plusieurs actions qui sont réalisées, mais je voudrais signaler 2 qui me semblent importantes. C'est l'amendement en 2005 de la loi sur la recherche et le développement pour permettre le transfert à l'étranger du savoir-faire résultant des recherches sur fonds publics. Il me semble qu'Israël est parmi les seuls pays où justement il n'y a pas de limitation d'exporter les résultats de la recherche qui ont été développés en Israël sur des fonds publics. Et paradoxalement, avec cette possibilité, eh bien, tout simplement, la recherche n'est pas exportée, elle reste en Israël puisque tout le monde peut la prendre à n'importe quel moment. Et ceci entraîne justement des investissements dans ce domaine-là, on verra ça un peu plus tard. Et enfin, l'allègement des impôts pour les sociétés high-tech. La réduction de 25% des impôts qui est pour toutes les sociétés en Israël, ces 25% sont réduits à une tranche entre 6% et 12% en fonction des activités de la société high-tech en question. En parallèle à ça, nous avons évidemment, et vous le savez, nous avons développé en Israël un réseau d'incubateurs et d'accélérateurs.
En fait, nous avons été, il me semble, parmi les premiers au monde à développer ce réseau d'incubateurs, puisque nous avons, en 1991, le gouvernement d'Israël a développé un mécanisme qu'on n'a pas appelé incubateur à ce moment-là. C'était pour soutenir le premier stade d'une entreprise. Et comme vous le savez, ce premier stade, c'est la phase présentant le plus de risques pour les investisseurs privés. Donc, le gouvernement a permis ça. Mais progressivement, le concept devenant assez attractif, le gouvernement s'est retiré de la gestion des incubateurs et aujourd'hui, il est à noter que la grande majorité des incubateurs appartiennent au secteur privé. Par ailleurs, la politique d'incubation prend en compte une contrainte spécifique aux entreprises israéliennes, qui est tout simplement liée à la taille du marché intérieur israélien. Cette taille-là oblige les entreprises à se projeter très rapidement vers l'international. Et la possibilité d'exporter la technologie est devenue un critère essentiel de l'intégration d'une start-up dans un incubateur. Et ça, c'est très important, puisque aujourd'hui, les incubateurs israéliens multiplient les partenariats internationaux qui leur permettent de transférer les sociétés incubées dans des incubateurs partenaires d'autres pays, et ceci élargit bien sûr le partenariat international. En parallèle du développement des incubateurs, s'est développé bien sûr une quantité considérable d'accélérateurs permettant à des étudiants, à de jeunes entrepreneurs de recevoir un appui nécessaire au démarrage de leur projet sous la forme d'encadrement juridique, financier, industriel ou commercial qui, en majorité, sont donnés par justement des entrepreneurs israéliens qui ont réussi et qui viennent partager leur expérience avec les nouveaux partenaires du développement en Israël. Enfin, le transfert technologique. Eh bien, il était nécessaire. Israël a mis en place des systèmes pour valoriser systématiquement les résultats des recherches dans les centres de recherche. Israël était, je pense, aussi parmi les premiers à avoir développé ce mécanisme-là. Et effectivement, les recherches universitaires vont jusqu'à la preuve du concept, et à ce moment-là, ils sont transférés. Le résultat de la recherche est transféré vers des Technology Transfer Companies, TTC, dont l'objectif est de transférer vers l'industrie les technologies développées par les différents laboratoires. Et là encore, quelque chose d'assez remarquable qui a été fait par Israël et qui commence à être copié par d'autres pays, c'est ce transfert vers l'industrie qui est accompagné par un partage du revenu net de ce transfert entre les chercheurs et le centre de recherche. Et donc, automatiquement, ce sont des rétributions importantes qui sont données aux chercheurs qui, dans leurs travaux de recherche fondamentale, ils se considèrent comme des entrepreneurs puisqu'ils savent qu'à la fin, ils auront un retour d'investissement et des efforts qui sont faits. Ce qui a créé une sorte de boule de neige pour le développement de la recherche en Israël. Et aujourd'hui, tous les instituts de recherche israéliens, les universités, les collèges universitaires technologiques et la plupart des hôpitaux israéliens possèdent des accélérateurs et des bureaux de transfert technologique. Ça, c'était pour l'élément d'organisation. Maintenant, parlons de l'élément humain. Je voudrais rebondir sur une parole de notre ambassadeur Daniel Sada, et je dirais comme ça, alors que grand nombre de pays occidentaux et asiatiques privilègent un ensemble de règles et de conventions ainsi qu'une préparation exhaustive avant toute création, eh bien en Israël, les entrepreneurs mettent en avant leur audace, leur chutzpah, et commencent leur projet dès qu'ils développent une idée, assez souvent presque sans réfléchir, ce qui les amène à avoir certains échecs. Mais ils apprennent très rapidement des échecs dans un environnement israélien qui les tolère. Un échec en Israël n'est pas condamné. Au contraire, on pense que quelqu'un qui a échoué
va apprendre beaucoup plus vite que celui qui n'a pas encore échoué. Parce que tout le monde va échouer lorsqu'on entreprend quelque chose. Et en plus de tout ça, par rapport à cette audace, ça ne pousse pas, je pense personnellement que l'absence de formalisme pour la hiérarchie israélienne que l'on rencontre dans tous les secteurs civils développe aussi un caractère qui est beaucoup plus innovant qu'une certaine rigidité dans la hiérarchie qui existe un peu partout dans le monde. Je rajouterai à ça le service militaire de nos jeunes, les filles et les garçons qui, à partir de 18 ans, sont amenés souvent, malheureusement, à diriger des opérations complexes où la vie de leurs camarades, de la population est en danger. Mais ceci forme en eux une personnalité de responsabilité et d'initiative. Ajoutez à cela, l'armée permet depuis une dizaine d'années à certains d'entre eux, de ces jeunes-là, ayant les qualifications nécessaires qu'ils ont acquis, qu'ils ont reçues au cours de leurs études au lycée, de rejoindre les différentes unités technologiques et de participer ainsi au développement de systèmes de haute technologie, leur permettant ainsi de développer un esprit d'entreprise et d'innovation qui leur servira dès la fin de leur service militaire, moment ou en parallèle de leurs études universitaires. En effet, en Israël aussi, l'esprit tourné vers l'innovation se retrouve également dans le système éducatif. Tout est fait dans le lycée, dès le lycée, je dirais pas, excusez-moi, pour construire et transmettre une culture compatible avec la création d'entreprises, et ceci à partir de la classe de la 3e seconde équivalent. L'effort se poursuit au niveau universitaire, bien sûr, avec des programmes d'entrepreneuriat accessibles aux étudiants durant leur cursus universitaire. Ces étudiants sont mis en situation de créateurs de start-up où ils participent à des conseils d'administration aux produits à l'identique, apprennent à gérer une entreprise naissante, à lever des fonds, à présenter un projet et à les vendre à des investisseurs étrangers. Des enseignements académiques et pratiques complètent, bien sûr, et renforcent la formation. Enfin, dans les campus universitaires, les accélérateurs offrent aux étudiants un outil à partir duquel ils peuvent rechercher et lancer des idées et créer des startups accompagnés d'un mentorat, comme j'ai parlé, et de réseaux de relations et de conseils pour aborder les investisseurs ou bien pour obtenir un financement. Troisième élément qui est quand même nécessaire, bien sûr, ce sont les finances. Et je rappellerai donc que si au début, la participation de fonds publics, les incubateurs étaient à but non lucratif, mais avec le démarrage du succès de ces jeunes entreprises, l'évolution vers une privatisation de ces incubateurs s'est développée et a apporté un renouveau, un développement considérable au programme gouvernemental. Et aujourd'hui, je pourrais dire que les investisseurs privés sont de plus en plus impliqués dans le processus de soutien à l'innovation et à un stade précoce et le développent automatiquement par un effet de boule de neige. Mais en parallèle, s'est développé le capital risque en Israël, qui s'est développé en parallèle à ces incubateurs dès le début des années 90. Et aujourd'hui, environ 70 fonds de capital risque sont actifs en Israël, dont 14 fonds de capital risque internationaux qui possèdent des bureaux en Israël et 220 fonds internationaux supplémentaires qui investissent activement en Israël, bien que ne possédant pas de bureau en Israël. Et cette semaine, a été annoncé que Blackstone, qui est une des principales sociétés d'investissement au monde, vient d'annoncer l'ouverture d'un bureau à Tel Aviv. Donc, nous aurons 15 fonds de capital risque internationaux possédant des bureaux en Israël. Bref, en conclusion, nous pourrions résumer les éléments permettant à l'État d'Israël d'apporter certains avantages aux investisseurs et aux industries multinationales. D'abord, l'existence de nombreux échanges avec les pays développés.
tels que les États-Unis, le Canada, les pays de la communauté européenne, la Chine, l'Inde, la Russie. Évidemment, la capacité de nos universités et des centres de recherche à former une main-d'œuvre de qualité et à développer des technologies nouvelles. Je ne voudrais pas oublier la personnalité israélienne pleine d'audace et n'ayant pas peur du risque de l'échec. Le capital risque, le développement et la disponibilité du capital risque permettant aux idées de se concrétiser, eh bien, Israël est classé numéro 1 des investissements en capital risque en pourcentage du PIB. Bien sûr, nous avons un entrepreneuriat technologique florissant, attirant des investisseurs et des méga-entreprises du monde entier qui sont à la pointe de la technologie mondiale. Israël est classé numéro 3 dans le nombre d'entreprises cotées au Nasdaq, après les États-Unis et la Chine. Et enfin, et ce n'est pas le moins, la confiance des marchés financiers et des agences de notation. Les 3 agences de notation internationales, le Standard & Poor's, Fitch et Moody's, ont maintenu à l'identique la note souveraine d'Israël à respectivement AA-, A+ et A1 en mai 2020, en plein Covid-19, étant convaincu de la capacité d'Israël à surmonter rapidement la crise du Covid-19, et ceci a été prouvé quelques mois après. Bref, il ne faut pas oublier que le pays se distingue en particulier dans plusieurs domaines technologiques. La cybersécurité, où plus de 20% des investissements mondiaux se retrouvent en Israël. L'intelligence artificielle, qui est une technologie transversale à l'ensemble des secteurs d'application. La mobilité intelligente avec énormément de laboratoires de recherche des grandes compagnies de voitures. La santé numérique, l'agrotech, la foodtech, la fintech, etc., etc. Je voudrais quand même aussi rajouter quelque chose qu'on oublie parfois. L'Israélien était très pragmatique. Il a un esprit pragmatique et il s'adapte aux circonstances. Il se caractérise par une volonté d'engager un véritable partenariat avec des industriels étrangers. L'Israélien accepte et développe le dialogue technologique et est apte à absorber tout savoir-faire de l'étranger. Il n'est pas complexé par le syndrome du « not invented here » qu'on rencontre un peu partout dans le monde. Pour conclure ma présentation, je voudrais rappeler 2 petites choses qui sont à mes yeux assez importantes. On dénombre aujourd'hui 912 startups israéliennes actives dans les 27 pays de l'Union européenne et au Royaume-Uni. Et ceci emploie plus de 24 000 résidents européens. En Allemagne, 240 startups israéliennes fournissent de l'emploi à plus de 3 000 Allemands. Et en France, 183 entreprises israéliennes emploient 2 000 personnes dans le high-tech. Et pourquoi? Il me semble que les principales raisons qu'ils ont poussé à toutes ces startups à s'installer en Europe, alors qu'on pense qu'ils vont aller aux États-Unis seulement, eh bien, tout simplement, c'est l'attrait du marché pour leurs produits, la proximité des clients, nous avons une différence d'heure entre 1 ou 2 heures, la législation aussi européenne, les programmes de soutien et les partenariats de l'Union européenne. Et avec ça, je voudrais donc terminer en espérant que cet événement pourra ouvrir et encourager encore plus la relation entre Israël et tous nos amis du monde entier. Je vous remercie pour votre attention. Cher David, merci beaucoup. Alors, un certain nombre de questions nous sont remontées. On va maintenant te les présenter, ainsi qu'à notre ami Emmanuel. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que vous avez répondu déjà à la moitié des questions qui nous sont remontées, mais je vous en cite une. Israël est un leader mondial de la cybersécurité. Comment favoriser les partenariats entre nos 2 pays sur cet enjeu stratégique? Mais tu y as répondu partiellement. Ben oui, moi je pense qu'il est évident qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un sujet très, très important.
On imagine toujours que la cybersécurité, c'est tout simplement le brouillage, etc., et l'attaque, etc. Ce n'est pas vrai. La cybersécurité, c'est vraiment la sécurité. Aujourd'hui, de plus en plus, le développement de la technologie informatique, des ordinateurs, des applications nécessite d'être protégé. Et pour cela, nous avons besoin de le faire ensemble. Le faire séparément demanderait énormément d'efforts. Personne est capable aujourd'hui de développer une cybersécurité efficace sans partenariat. Et il ne faut pas oublier que le monde entier, qui devient un monde global, possède deux grandes superpuissances, les États-Unis et la Chine, qui ont des moyens à eux seuls supérieurs à tous les autres pays. Donc, nous, petits pays, ou petits grands pays qui n'ont pas tous les moyens financiers, nous devons travailler ensemble et j'espère que nous continuerons à développer ceci ensemble. On a une autre question, David, avant de passer à des questions pour Emmanuel, qui est est-ce que nous avons des chiffres sur les échanges suite aux accords d'Abraham entre Israël et les pays arabes, sachant qu'il y avait déjà beaucoup d'accords et beaucoup d'échanges avant l'officialisation de ces accords? Alors, concernant les relations avec les derniers accords, avec les accords d'Abraham, que ce soit avec les Émirats, Bahreïn, le Maroc et le Soudan, je dirais qu'effectivement, je pourrais me permettre d'utiliser un petit terme que les enfants ont, c'était un peu le secret de Polichinelle, puisque les relations avec les Émirats et Bahreïn et le Maroc existaient déjà d'une manière silencieuse. Mais de donner un chiffre actuellement, c'est en train d'être concrétisé. Avec les Émirats et avec Bahreïn, des relations sont en train de se développer, des fonds d'investissement sont en train d'être créés, des échanges sont en train de s'établir. Il y a justement, au-delà de ces échanges, il commence à avoir une réglementation qui est en train de s'établir parce que avec l'enthousiasme, dès le début, tout le monde s'est précipité et il y a eu, d'après moi, d'après ce que je comprends, un petit désordre qui s'est fait. Donc maintenant, les pays sont en train de se calmer. Ils sont en train de créer une réglementation et je pense qu'il faut attendre encore 1 an pour avoir réellement la possibilité. Avec le Maroc, c'est la même chose. Ça se développe de plus en plus. Il y a des relations qui sont en train de s'établir. Il est évident que ces accords d'Abraham ont permis justement de mettre à l'évidence une relation qui existait. Et si ces relations existaient, c'est qu'il y avait une satisfaction des pays pour cela. Et je pense que ça, c'est le plus important. Il est nécessaire aujourd'hui, surtout avec la géopolitique qui existe au Moyen-Orient et dans le monde, de comprendre que les accords économiques, industriels et scientifiques peuvent apporter et peuvent améliorer la relation entre le monde. Et ça, j'espère que tout le monde le comprendra là. Monsieur Berrios, il y a une question de Monsieur Berrios, le maire de Saint-Maur, qui est une grande ville à côté de Paris. Oui. Bon, merci Steve. À chacun d'entre vous, à Véronique Haïm, notre présidente, merci vraiment beaucoup, c'est passionnant. Je suis avec quelques Saint-Mauriens, chefs d'entreprise par ailleurs, et qui ont 2 questions à poser sur ce sujet de relations entre la France et Israël en termes économiques. Franck Attal, d'abord. Bonjour. Tout d'abord, je souhaitais remercier Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, de m'avoir permis d'être parmi vous ce matin. Je suis Franck Attal, président de l'amitié franco-israélienne de Saint-Maur et chargé des relations avec les élus de la République, de l'association France-Israël Général Koenig. En tant que chargé des relations avec les élus de la République pour l'association France-Israël, j'ai entendu dire que les entreprises israéliennes, conceptrices de matériel de produits spécifiques de défense militaire, n'arrivaient pas à commercialiser leur fabrication avec l'armée française.
Quelqu'un pourrait éventuellement nous éclairer sur ce sujet. Je vais me permettre de prendre la parole parce qu'au cours de ma carrière, j'ai eu l'honneur, je dirais presque le plaisir, d'être partenaire à des partenariats militaires d'échange entre les deux armées, surtout dans le domaine des avions sans pilote, des systèmes d'avions sans pilote. Je n'ai pas très bien saisi la question, si vous pouvez me le répéter, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des accords qui ont été bénéfiques pour les deux pays. Et pourriez-vous me répéter la question, parce que j'ai eu l'impression qu'on aurait pu faire plus. Non, lors de mes échanges, je travaille beaucoup avec le Sénat français, et beaucoup d'interlocuteurs israéliens me disaient qu'ils avaient un mal fou de travailler avec l'armée française. Entre autres, j'ai eu l'exemple d'un casque. Les Israéliens ont fabriqué un casque de pilote de chasse qui est quasiment incontournable aujourd'hui pour un pilote de chasse de n'importe quel avion, d'ailleurs compatible avec tous les avions mondiaux. Et qu'aujourd'hui, cette entreprise de fabrication de ce type de casque n'arrivait pas du tout à avoir de contact avec l'armée française pour pouvoir éventuellement présenter ce concept. Alors, c'est vrai ce que vous dites. Mais ça, je ne peux pas expliquer pourquoi, effectivement, tous les équipements israéliens et toute la technologie militaire israélienne ne peut pas être acceptée par la France. Je ne peux dire que, par exemple, qu'il y a certainement des intérêts aussi internationaux où la France a besoin peut-être de diversifier sa source d'approvisionnement. Moi-même, étant responsable du développement des systèmes d'avions sans pilote en Israël à la suite j'ai pu convaincre nos collègues français à prendre 2 générations d'avions. La 3e génération, la France a préféré aller prendre une technologie américaine. Donc, vous voyez, ça change. Pour le problème du casque que je connais bien, et qui est effectivement remarquable, la technologie israélienne est parmi les plus avancées au monde, je ne peux pas vous expliquer pourquoi il n'a pas été accepté par les unités françaises. Vous savez, dans le monde, toutes les activités commerciales et surtout militaires ont aussi un aspect politique et relationnel entre les pays et les intérêts de chaque pays avec les autres pays. Donc, je ne pourrais pas donner une explication et je ne pourrais pas donner aussi un remède à cela. Bonjour, donc David Berenfus. Je suis président de 2 entreprises. La première qui s'appelle Eden Forum et la seconde Cyberjobs. Et les 2 sont orientés en fait sur le recrutement des talents, notamment en cyber, data et cloud, parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans salariés, mine de rien. Et notamment sur la partie Eden Forum où j'organise les principaux événements de recrutement en data et cyber pour la France. Enfin, je suis partenaire sur Paris, Lille, Rennes et d'autres villes. Notamment à Paris, on a un stand un peu village qu'on appelle sur la région, par exemple, le Rennes, pour la principauté de Monaco, pour la Grande-Bretagne. Mais on n'a pas réussi à travailler encore avec Israël, malgré des approches à l'époque avec Israel Tech Challenge. Est-ce que, par hasard, il serait possible d'être mis en relation avec les bonnes personnes pour un village Israël, notamment sur la cyber et la data? A priori, je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas réussi. Il faut continuer. Nous avons entre la France et Israël des possibilités énormes, que ce soit à travers les services économiques de l'ambassade d'Israël en France. Et là, Daniel Saadar, notre ambassadeur, pourrait donner plus de détails, mais les chambres de commerce, que ce soit la chambre de commerce France-Israël ou la chambre de commerce Israël-France, qui sont aussi partenaires à cet événement, peuvent vous aider à le faire. Même la fondation France-Israël, qui ne va pas rentrer dans les détails, peut être un relais pour voir après comment faire. Mais a priori, tout est possible. Aujourd'hui, je dois aussi vous signaler qu'il manque en Israël, en high-tech seulement, spécialement en high-tech, plus de 15 000 postes à pourvoir.
Ceci pose un problème à Israël parce que nous pensons que si nous n'arrivons pas à trouver des solutions pour pouvoir, à ces postes-là, nous pourrons avoir un frein à l'innovation israélienne. Ce qui fait que de plus en plus, nous sommes en train de nous tourner vers de la sous-traitance à l'extérieur. Et il n'est pas nécessaire, on ne demande pas à faire une immigration vers Israël pour pouvoir avoir ces postes-là, mais on est prêt à ouvrir des partenariats à la France. Je vous ai montré donc, en terminant mon exposé, que les startups israéliennes commençaient à ouvrir des centres de travail, enfin, en Europe. Donc là aussi, il y a une possibilité d'augmenter la relation entre la France et Israël, pas seulement avec la France, mais avec tous les autres pays, mais parce qu'il nous manque du personnel. Et ce manque de personnel augmente le salaire des employés, et ceci peut apporter une boule de neige qui pourrait freiner totalement l'innovation israélienne. Donc, nous sommes très sensibles à ça, et des partenariats pour trouver des jeunes talents et des laisser en France, je pense que nous sommes prêts à le faire. Justement, David, tu viens de répondre à une des questions qui était y a-t-il une ouverture à l'emploi en Israël pour les jeunes? Je vous propose dans ces cas de vous rapprocher de la Fondation, on peut vous aider là-dessus. Il y a au moins deux questions pour Emmanuel. Comment Israël arbitre-t-elle sa coopération avec et entre les US et la Chine? Et la deuxième, que fera Israël si MBS s'approche de l'Iran pour des accords? Ce que l'on a vu d'ailleurs, ce qu'on pourrait voir rapidement. Alors, concernant la première question, il s'agit effectivement d'un grand défi pour Israël ces dernières années et dans les années à venir, dans la mesure où le partenariat entre la Chine et Israël a pris très longtemps à s'établir, puisque pendant la guerre froide, la Chine avait une politique hostile à Israël. C'est uniquement avec le changement de garde en Chine et avec l'accès de Deng Xiaoping au pouvoir en 1979 et l'établissement de relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, qu'il y a eu un rapprochement très progressif qui s'est fait au début de façon secrète dans le domaine militaire, dans la mesure où les Chinois étaient intéressés par l'expertise israélienne dans l'amélioration des armes soviétiques âgées. Et puis, donc, cette coopération entre la Chine et Israël, elle a commencé dans le domaine militaire. Et la Chine et Israël ont fini par établir des relations diplomatiques en 1992, après la fin de la guerre froide. Mais très vite, les États-Unis ont accusé Israël de vendre des technologies militaires qui comportaient des composantes militaires américaines à la Chine. Donc, ça crée des tensions très rapidement. Et on a fini par signer un accord entre les États-Unis et Israël en 2004 pour que Israël cesse de vendre de la technologie militaire à la Chine. Et depuis, les relations entre la Chine et Israël se sont focalisées dans le domaine des investissements civils, en particulier des investissements chinois dans les technologies israéliennes et dans les infrastructures israéliennes. Et quand vous regardez la carte chinoise de ce qu'on appelle la Belt and Road Initiative, l'initiative de ces infrastructures que la Chine construit dans le monde, eh bien, Israël est sur cette carte. Et la Chine est extrêmement intéressée à la fois par les technologies israéliennes et les infrastructures portuaires israéliennes du fait de la position stratégique d'Israël entre la mer Méditerranée et la mer Rouge. Mais là aussi, dans le domaine civil, les États-Unis font de plus en plus pression sur Israël. Il y a 2 ans ou 3 ans, le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, avait explicitement demandé à Israël de réduire les investissements chinois en Israël. Et de plus en plus, Israël a un dilemme parce que la Chine est un partenaire important pour Israël. C'est une puissance économique de premier plan. Mais Israël ne peut pas se permettre de sacrifier évidemment ses relations avec les États-Unis. Et donc, de façon coup par coup, finalement, Israël réduit ici et là, lorsque les Américains insistent, les investissements chinois, en particulier dans les domaines de la 5e génération des réseaux, et comme je l'ai dit également dans le domaine des infrastructures. Donc les Chinois eux-mêmes comprennent bien qu'Israël ne peut pas sacrifier ses relations avec les États-Unis, mais effectivement, Israël se trouve un peu pris entre cette confrontation géopolitique globale entre ces deux grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis. En ce qui concerne la deuxième question,
il y a eu effectivement, il y a 2 semaines, une rencontre de délégations saoudiennes et iraniennes à Bagdad, ce qui, à mon sens, était un signal envoyé par le prince héritier saoudien MBS à l'administration Biden pour dire, eh bien, puisque vous avez repris les négociations avec l'Iran sur son programme nucléaire, ne nous oubliez pas, n'oubliez pas nos intérêts à nous, l'Arabie saoudite, et nous pouvons même, au pis-aller, eh bien, avoir un dialogue direct avec les Iraniens. C'était ça un peu le message, si vous voulez, de MBS vis-à-vis de l'administration Biden. Donc, je pense que cette possibilité, elle existe, mais encore une fois, n'oublions pas d'un rapprochement, enfin pas d'un rapprochement, mais d'un dialogue entre l'Arabie saoudite et l'Iran, mais n'oublions pas tout de même que l'Arabie saoudite voit l'Iran comme un pays, on peut dire, ennemi, comme un rival régional. Je vous rappelle également que la guerre au Yémen n'est pas terminée, que les Saoudiens ont échoué finalement après 6 ans de guerre à mettre fin à l'influence iranienne au Yémen, que cette guerre leur coûte également très cher. Et l'administration, et MBS également, que l'administration Biden sera beaucoup plus ferme vis-à-vis de lui que n'était l'administration Trump, qui avait fermé les yeux sur le meurtre de Khashoggi, par exemple, en Turquie, ou alors sur les bombardements saoudiens contre les Houthis. La vie de MBS sera beaucoup plus difficile avec Biden, mais je ne pense pas que MBS ira jusqu'à un rapprochement géopolitique avec l'Iran. À mon sens, cette réunion des délégations à Bagdad il y a 2 semaines, c'était plus un signal envoyé par MBS à Biden alors que les négociations ont repris entre les États-Unis et l'Iran. Merci beaucoup, Emmanuel. Steve, il y a des questions sur l'Afrique peut-être, sur les accords de partenariat entre Israël. Je passe la main. Les accords de partenariat entre Israël et l'Afrique portent sur la cyber et la défense. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Je crois que c'était un peu une des questions. Excusez-moi, j'aimerais demander à Emmanuel Navon, si ça ne vous dérange pas, qu'est-ce qu'il pense du transport du pétrole brut des Émirats arabes. Vous êtes au courant de ce nouvel accord qui a été signé en octobre 2020? Oui. Il s'agit de 30 millions de tonnes de mètres cubes par an, c'est-à-dire 120 pétroliers à Eilat, 120 pétroliers à Ashkelon supplémentaires, avec toute la pollution qui va avec. Et rappelez-vous, en 2014, on a eu le fameux pipeline en question qui date des années 60, où il y a eu une catastrophe écologique là-bas. Et en fait, il faut savoir que quand ça s'est produit, on n'a pas plus que 4 pétroliers par an qui passent dans ce pipeline. On va en avoir 120. D'accord. Donc, quelle est la question? C'est une catastrophe écologique. Au niveau financier, ça représente 800 millions de dollars sur 8 ans, c'est-à-dire que ça ne paiera même pas les malades, quoi. On va perdre des lattes. Qui va aller se baigner dans le pétrole et les émanations? Vous savez qu'un pétrolier par jour, surtout qu'en Israël n'a pas signé l'accord Marlow, l'annexe 6, qui impose tous les navires d'utiliser un carburant propre. Donc, en fait, si vous voulez, par exemple en Europe, où l'accord est respecté, un pétrolier en une journée pollue comme l'équivalent d'1 million de voitures. Or, en Israël, on n'impose rien du tout. Donc, on a le droit à des pétroliers qui polluent comme 50 millions de voitures en un jour. Chère madame, on va peut-être demander à monsieur Navon de vous répondre rapidement pour laisser la place à d'autres questions. Je vous remercie de votre intervention. Alors, je ne suis pas expert sur cette question spécifique, mais l'alternative pour les pétroliers à Eilat, c'est effectivement les autres ports israéliens qui sont en Méditerranée, et donc le passage par effectivement le canal de Suez. Donc les problèmes potentiels d'environnement qui existent pour la ville portuaire d'Eilat existeraient de la même manière pour les ports d'Ashdod et de Haïfa, mais c'est un problème qui ne touche pas uniquement Israël. Je veux dire, les importations de pétrole, elles ont effectivement des implications environnementales, pas seulement effectivement dans le cas d'Israël, mais je pense que de toutes les manières, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avenir de la relation entre Israël et les Émirats arabes unis
elle est à mon sens moins dans le domaine pétrolier que dans le domaine de la technologie et en particulier dans les énergies renouvelables. Juste pour vous expliquer, je vous enverrai le dossier parce que c'est un dossier dont en fait très peu de gens sont au courant et je vous voilà. remercie, il y a d'autres questions. Merci infiniment de votre intervention. Il y a une question qui est, M. Saada fut l'ambassadeur dans plusieurs pays d'Afrique, dont la RDC, et comment Israël accompagne les pays d'Afrique francophone, tant dans leur système économique que dans les systèmes sociaux? Ça, c'est une des premières questions. Et deuxièmement, quels sont les accords de partenariat entre Israël et l'Afrique portent beaucoup sur la défense et la cyber. Quels sont les autres secteurs d'activité concernés par ces accords? La question est pour qui, Muriel? À mon avis, c'est peut-être plus économique, sauf Emmanuel, bien sûr, si vous avez... comme vous voulez. Peut-être David sur l'aspect économique et puis Emmanuel après sur l'aspect politique. D'accord. David, il faut que tu ouvres ton micro. Oui, pour le domaine économique, la relation entre Israël et l'Afrique d'abord, c'est une relation assez vieille dans le temps. Il existe aujourd'hui en Israël, d'abord au ministère des Affaires étrangères, et là, notre ambassadeur en France, Daniel Sada, le connaît mieux que moi. Il existe un organisme qui s'appelle le MACHAV, qui en fait, c'est l'Agence de développement international qui apporte justement un soutien à tous les pays pour la coopération avec Israël. Avec l'Afrique, que ce soit l'Afrique francophone ou anglophone, nous avons des relations au-delà de ce qu'on peut imaginer, comme on dit, la cybersécurité ou la sécurité, etc., tout simplement. Eh bien, c'est surtout en agriculture, en énergie, en irrigation de l'eau. Nous envoyons des experts dans ces pays-là et nous recevons des experts de ces pays africains en Israël en stage pendant 6 mois, 1 an pour développer la relation. La relation est assez importante. Ça, c'est dans le domaine économique. Peut-être au point de vue politique, nous avons d'autres relations, mais ça, Emmanuel va pouvoir en répondre. Alors, effectivement, dans les relations avec l'Afrique, Israël avait commencé à les développer avec le début de l'indépendance des pays africains, à la fin des années 50, début des années 60, justement dans le cadre de cette politique de la périphérie dont j'avais parlé, avec une coopération économique très poussée à l'époque, à la fois dans les pays francophones et anglophones. On avait en particulier une très proche relation avec la Côte d'Ivoire et le président Houphouët-Boigny. Et puis ces relations, elles ont été éclipsées par la guerre de Kippour en 1973 et l'embargo pétrolier dans lequel les pays arabes ont d'une certaine manière forcé la main de la plupart des pays africains pour rompre leurs relations avec Israël. Ces relations, elles ont été rétablies dans les années, fin des années 80, début des années 90. Et ce dont on s'aperçoit ces dernières années, c'est qu'il y a une augmentation des relations entre Israël et les pays africains. On a vu par exemple qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, Israël a établi des relations diplomatiques avec le Tchad, qui est un pays majoritairement musulman. Et cela, pourquoi? Alors, encore une fois, il y a effectivement le besoin de technologie israélienne. La croissance aujourd'hui, le futur de la croissance dépend de la technologie. Donc, il y a effectivement une demande pour la technologie israélienne en Afrique. Il y a une attitude souvent très positive vis-à-vis d'Israël dans les pays, en particulier d'Afrique subsaharienne, mais surtout ces dernières années, la coopération avec Israël contre les organisations djihadistes du Sahel. Il y a effectivement, alors d'un côté, le rôle très important joué par la France et l'armée française contre les djihadistes au Sahel, mais également la coopération entre Israël et les gouvernements africains pour lutter contre le djihadisme, que ce soit Boko Haram au Nigeria, que ce soit les groupes djihadistes. Nous travaillons en coopération très étroite avec les gouvernements, par exemple, du Kenya. Il y avait eu de nombreux attentats aussi au Kenya. Et Hakim, c'est-à-dire Al-Qaïda du Sahel et de l'Afrique du Nord. Donc là aussi, il y a une coopération, une reprise des relations ces dernières années beaucoup plus forte entre Israël et les pays africains. C'est à la fois effectivement les énergies renouvelables, c'est à la fois effectivement
la technologie israélienne, mais beaucoup aussi la coopération israélo-africaine contre les mouvements djihadistes, en particulier dans le Sahel. Merci beaucoup, Emmanuel. Oui, d'ailleurs, je voudrais intervenir car l'Agence de coopération et de développement israélienne dont vous venez de partir a reçu le prix de la francophonie économique pour le travail d'ailleurs qu'elle réalise en coopération avec l'Agence française de développement sur les pays francophones africains. Et vous avez, Israël a une grande agence de développement en direction des pays africains qui travaille de concert d'ailleurs avec l'ensemble des autres agences de coopération bilatérale. On pourrait peut-être, Muriel, si vous en êtes d'accord, faire intervenir l'ambassadeur de France, notre ami Éric Danon, qui vient de rentrer. Voilà, ce que j'attendais, puisqu'on a pratiquement fait le tour des questions et les questions qui n'ont pas pu être répondues, je vous demande de nous en excuser. Et de toutes les manières, ça a été enregistré, donc vous pourrez revoir cette conférence. Et puis, vous pouvez toujours s'adresser à la Fondation. On essaiera de vous connecter au forum pour avoir les réponses que vous souhaitez. Et merci à nos deux conférenciers qui ont été, comme d'habitude, brillantissimes et qui nous ont éclairés sur les sujets qui nous intéressent beaucoup particulièrement. On pourrait peut-être passer la parole à l'ambassadeur Éric Danon, si vous en êtes d'accord. Avec plaisir. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour Steve. Je remercie bien sûr le Forum francophone des affaires. Bonjour Muriel pour la Fondation. Et puis les chambres de commerce. Je suis arrivé tardivement, mais ce que j'ai écouté était comme toujours passionnant avec nos interlocuteurs et amis habituels. Quand je suis arrivé, une personne, je crois, de Saint-Maur disait combien c'était difficile, par exemple, de faire de la coopération dans le domaine militaire. En fait, juste pour commencer par ça et pour répondre à ça, ça s'améliore. Au dernier salon du Bourget, par exemple, il y a eu énormément d'accords de signés. Bien sûr, ça a été compliqué à cause de certaines circonstances historiques de reprendre une coopération dans le domaine militaire, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et en fait, pourquoi je commence juste là-dessus, c'est parce que ce matin même, j'ai signé 6 certificats comme on dit, de end users, c'est-à-dire que dans le domaine militaire, vous savez, il faut être sûr que ce qui est vendu et acheté n'est pas revendu ou réacheté ailleurs. Et c'est l'ambassade qui signe ce type de certificat. J'en ai fait 6 rien que ce matin. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a quand même un flux d'achat et de vente dans le domaine militaire et c'est pas du tout négligeable. Hein. Ne croyez pas que ce soit bloqué. On est très loin de cette situation. Bon, après, autrement, écoutez, là, je vois bien, enfin, tout le monde a probablement dit combien l'innovation technologique a joué, continue de jouer un rôle clé en Israël, tiré évidemment au départ par la défense et la sécurité, l'investissement massif dans les technologies. Bon, tout ça est dit et redit. Israël est devenu un centre d'excellence mondiale dans l'artificiel, les nanotech, l'agriculture, que sais-je, la santé numérique, la fintech, etc., etc. Alors, il y a bien ce qui était intéressant dans la thématique, je trouve, c'est cette relation qui existe entre l'innovation technologique d'une part et le positionnement stratégique d'un pays d'autre part, les deux se renforçant bien sûr mutuellement, à la fois comme facteur d'indépendance et de souveraineté, et puis évidemment dans la mesure où Israël, pour le dire vite, est devenu la puissance géopolitique de la région en quelques années. Donc tout ça se renforce bien entendu mutuellement. Après, je suis sûr que vous avez évoqué le domaine, la méthode israélienne, puisque c'est une politique d'innovation qui est pilotée par l'État et qui a contribué à l'intégration du pays au sein de l'OCDE et à sa participation à différents programmes européens. Peut-être que ça a été rappelé, Israël a été le premier État non membre à participer au programme cadre de recherche européen en signant
un accord avec l'Union européenne en 1996. Et évidemment, il y a aussi Erasmus+ depuis 2015. La coopération avec la France, elle est plus ancienne encore, avec un premier accord de coopération culturelle, scientifique, technique, qui remonte à 1959. Et aujourd'hui, les collaborations scientifiques sont d'un très bon niveau dans de nombreux domaines, la médecine, les sciences de la vie, la physique, etc., avec des partenariats très forts entre instituts de recherche ou universités d'excellence françaises et israéliennes. Vous avez probablement évoqué le domaine spatial. On a une coopération pérenne depuis 1994 entre le CNES et l'Agence spatiale européenne, et puis le CNRS, l'INSERM, qui ont mis en place toutes ces coopérations structurées entre labos de recherche, le Philofox, l'Imagine Nano pour le LIA, le Nanos, etc. Puis l'Institut Pasteur qui développe une relation privilégiée depuis longtemps avec le Weizmann. Et puis, il faut rappeler le programme Maïmonide, qui est financé conjointement par les deux pays et qui finance chaque année 6 projets de recherche conjoints entre les équipes françaises et israéliennes sur des thématiques stratégiques jugées prioritaires par les deux pays et définies bien sûr par le Haut Conseil franco-israélien pour la science et la technologie. Alors, peut-être qu'on pourrait aussi dire un mot de quelques développements récents en France et en Europe. Parce que pendant longtemps, l'Union européenne n'a pas ou pas beaucoup pris en considération les aspects stratégiques dans la définition de sa politique de recherche et d'innovation. Puis les choses évoluent ces dernières années, principalement sans doute en raison de l'évolution négative de l'environnement stratégique de l'Union européenne. Il y a le Brexit, une certaine détérioration de la relation transatlantique, des menaces nouvelles côté Russie, la compétition avec la Chine, la peur d'un déclassement technologique, etc. Et en réaction à ces évolutions stratégiques, les Européens sont à la fois plus convaincus de la nécessité d'investir davantage dans la recherche et de se doter des outils pour développer l'innovation. Il y a plein de nouveaux fonds de recherche qui se développent, mais en même temps travaillent sur leur autonomie stratégique. Et nous sommes embarqués là dans des sujets difficiles autour du quantique et autour du spatial, et avec Israël. Et j'espère que les positions qui vont être prises finalement par l'Europe permettront de comprendre que la recherche est sans frontières et qu'il est fondamental pour les Européens et les Israéliens de travailler ensemble sur des sujets futurs. J'ajouterai un mot politique par rapport à cette géostratégie, je dirais, de la high-tech. C'est que fondamentalement, Israël et les pays européens sont dans une forme d'alliance et d'alliance géostratégique. Et plus on va avoir des troubles au Moyen-Orient, plus la relation peut-être avec l'Iran va se tendre à cause du dossier nucléaire, mais aussi du dossier balistique et des questions régionales, Hezbollah et plus on va, j'allais dire, être dans un environnement clivant, et plus on se rendra compte que fondamentalement, Israël et les pays européens sont dans le même camp et, j'allais dire, aujourd'hui du même côté de l'histoire. Mais en s'enrichissant mutuellement, et dans cette alliance-là, la dimension haute technologie, recherche, innovation est une des dimensions qui nourrit le plus ce qui fait cette alliance au-delà d'un partage de vision du monde, de valeurs et, je dirais, d'histoire commune et partagée. Voilà, en quelques mots, et pardon encore de n'avoir pas pu assister à l'ensemble des séminaires. Passons la parole à Muriel. Monsieur l'ambassadeur, je voulais vous remercier d'abord pour votre intervention et puis surtout, je
dirais que c'est assez rare d'avoir une intervention aussi directe et de prendre des positions par rapport à des problèmes qui sont clés aujourd'hui, en effet, pour le développement de ce qu'on peut appeler en effet le monde libre, puisque l'Europe est partage les valeurs d'Israël avec d'autres pays, bien entendu. Mais c'est quand même votre prise de position est assez fascinante à ce niveau-là, et vraiment, je vous en remercie infiniment. Merci, oui, moi aussi. Merci beaucoup à l'ambassadeur de France en Israël qui nous a donné une position très claire sur des sujets, mais le directeur nous avait déjà donné la même indication tout à l'heure. Et merci à tous, merci pour votre participation. Ces 100 entreprises qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt vos commentaires, vos analyses. Et merci à tout le monde. Et bonne journée à vous tous. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.